Je vais commencer par quelques mots sur l'organisation de l'enseignement à distance, donc à travers des podcasts vidéo. Alors, le module va être découpé en 5 sessions correspondant à 5 podcasts vidéo. Euh, et dans chaque session, on va fonctionner sous la forme d'un tutoriel, c'est-à-dire que je vais naviguer entre deux types de documents, une présentation au format PDF que vous avez sous les yeux, et puis vous voyez peut-être en bas de l'écran que RStudio est ouvert. Ce qui serait bien, c'est que vous ayez aussi RStudio ouvert. Et donc, dans RStudio, j'ai ouvert un script qui s'appelle session1.r et que je vais dérouler au fur et à mesure de la présentation. Euh, voilà, donc à chaque fois, l'importation des packages, si c'est nécessaire, est prévue dans le script. Normalement, tout est prévu dans le script. Donc je reviens sur la présentation au format PDF. Euh, alors cette année, évidemment, crise sanitaire et coronavirus oblige, j'ai trouvé plein de sujets d'illustration des méthodes que je vais présenter dans ce module dans la presse sur Internet notamment. Et donc, on a vu beaucoup, on a entendu beaucoup d'experts sur les plateaux discuter de contamination, de risques de contamination et de facteurs de risque de contamination. Ben justement, ce module présente la méthodologie statistique pour évaluer un risque, modéliser un risque, hiérarchiser les facteurs de risque. Et donc je vais commencer par un exemple qui est lié à cette crise du coronavirus, puisque on peut aussi, pendant cette crise, avoir accès à pas mal de données de manière libre, et notamment du côté des données chinoises qui sont un peu, enfin, qui ont été mises en accès libre bien avant les données européennes. Donc on va commencer par parler de modèle de risque. L'idée du modèle, c'est d'être capable de reproduire tout ce que vous savez faire sur le modèle linéaire, c'est-à-dire tester l'effet d'un facteur, d'une variable, mais sur un risque. Voilà, donc je suis parti d'un article que j'ai trouvé sur un blog de France Inter. Vous avez peut-être entendu parler de enfin, cette supposition, on va dire scientifique, une parmi d'autres, sur le fait que selon votre groupe sanguin, vous seriez plus ou moins exposé à un risque de développement de symptômes du coronavirus. Donc c'est ce que dit cet article-là. Donc d'après une étude chinoise, hein, je lis comme vous, les personnes du groupe sanguin O sont mieux immunisées contre le coronavirus que les autres groupes. Elles ont un risque d'infection 33% moindre, c'est-à-dire que cette étude va encore plus loin. Non seulement elle dit qu'il y a un effet positif du fait d'appartenir au groupe sanguin O, mais en plus elle quantifie, elle chiffre le, le gain en termes de risque d'infection à 33%. On va voir ce que ça veut dire en pratique, parce que si vous réfléchissez un peu à ce que pour vous ça veut dire 33% moindre, eh ben vous verrez que c'est pas si simple. Et en tout cas, vous serez surpris sans doute de voir ce que ça veut dire dans le cadre scientifique dans lequel on travaille. Et puis donc les personnes du groupe A ont 20% de risque supplémentaire d'être infectées. Alors ce 20% aussi, on va le retrouver dans les données et vous allez voir que ça a une interprétation assez précise, mais qui ne correspond pas forcément à ce que les lecteurs de France Inter peuvent attendre. Euh, voilà, donc il se trouve que c'est assez facile de retrouver la publication puisque elle est en accès libre sur Internet, la publication chinoise dont il est question dans ce blog. Elle n'est pas encore publiée, c'est-à-dire que dans le domaine de la publication scientifique, on a des sortes de SAS de présentation des articles qui sont des grandes banques d'articles, mais dans lesquelles on dépose des articles, mais ils ne sont pas relus par des reviewers scientifiques. Et je parle de ça parce que c'est une étape avant la publication dans une revue scientifique. Donc il est clairement dit ici que ce papier n'a pas été reviewé, c'est-à-dire relu par des pairs. Donc le titre du papier dit tout, hein, c'est la relation entre le groupe sanguin et puis la susceptibilité au Covid-19. En fait, c'est l'apparition de symptômes liés au Covid-19. Étude chinoise. Je vais un tout petit peu plus loin dans le papier. J'ai surligné en jaune ce qui est intéressant pour nous. On parle donc de l'étude qui porte. Alors en fait, il y a trois jeux de données qui sont traités dans cette étude, mais nous, on va s'intéresser au principal jeu de données
qui porte sur 1775 patients qui sont infectés par le Covid et qui sont, qui sont dans l'hôpital principal de Wuhan, qui est le berceau, enfin c'est comme ça qu'on le présente, le berceau du Covid. Et à ces 1775 patients, on va ajouter à l'étude ce qu'on appelle des normal people, c'est-à-dire des gens qui ne sont pas infectés, 3694 qui viennent de la même région de Wuhan, et donc ils vont former un échantillon complémentaire de ce qu'on appelle des contrôles. Voilà, alors, hop là, je vais trop vite, excusez-moi, je ne sais pas ce que je voulais faire. Voilà, donc je descends un tout petit peu, excusez-moi, voilà. Voilà ce que je voulais faire. Non, ok, voilà. Donc quand on va un tout petit peu plus loin sur cette page, on voit que les analyses statistiques ont été faites avec un test de Ki2, c'est ce qui est écrit ici. Et puis plus bas, on voit que... Donc là, il y a quelque chose qui s'affiche, il faut que je m'échappe. Voilà. On voit que la manière de mesurer le risque est faite par ce qu'on appelle des odds ratios. C'est ce que l'auteur appelle les odds ratios. Et on va voir que ces odds ratios, c'est précisément ce qui est rapporté dans le titre du blog quand on dit 33% et 20%, on parle justement d'odd ratio. Mais vous allez voir que l'odd ratio, c'est peut-être pas la manière dont vous auriez vous-même imaginé qu'on modélisait un risque. Donc ce 33%, il faut bien le comprendre, et ce 20%, il faut bien le comprendre aussi. Donc on va introduire tous ces termes-là, le test de Ki2, l'odd ratio, pour bien comprendre ce que raconte cet article et ce que rapporte le journaliste de France Inter. Alors, je reprends une phrase que j'aime bien parce que je pense qu'elle résume assez bien toute la problématique de l'analyse des données. Les problématiques peuvent se mettre sous la forme, peu ou prou, hein, sous la forme ceci a-t-il un effet sur cela. C'est une phrase que vous avez déjà entendue si vous avez suivi le module de démarche statistique de niveau L3. Donc, en l'occurrence ici, le groupe sanguin a-t-il un effet sur le fait de présenter des symptômes du coronavirus? Donc, derrière ce type de phrase, il faut que vous ayez l'habitude de deviner qu'il y a deux types de variables. Il y a une variable qui est cela, qui est la variable réponse, et qu'on note traditionnellement. Quand je dis traditionnellement, ça veut dire dans tous les manuels de statistiques du monde, Y. Et puis une variable qui correspond à ceci et qui est la variable explicative et qu'on note aussi traditionnellement x. Donc une autre manière de traduire de manière un peu plus mathématique peut-être cette phrase, ceci est-il un effet sur cela, c'est les variations de y dépendent-elles des variations de x ou sont-elles liées à celles de x? Et juste pour rappel, vous avez vu que pour répondre à cette question, on a, enfin dans certains cas en tout cas, on a un outil dans R qui est la fonction LM, LM voulant dire linéaire modèle, et qui permet d'estimer des modèles dans lesquels je peux modéliser les variations de Y par les variations de X par l'intermédiaire d'une formule Y tilde X. Voilà, donc ça c'est pour rappel un peu de ce qu'on a déjà vu dans le module de démarche statistique. Donc j'ai mis ici y tilde x, mais en réalité, vous savez qu'on peut mettre y tilde x1 plus x2 plus etc. etc. Donc on a toute une gamme de modèles dans lequel je peux entrer les effets un peu comme je le souhaite. Et bien on va retrouver aussi ça progressivement dans ce module. On va avancer progressivement dans la connaissance, mais aujourd'hui on va se tenir à des problématiques simples. Alors le modèle linéaire, justement, pourquoi est-ce que je ne peux pas l'utiliser ici pour répondre à la question? Parce que le modèle linéaire répond à une problématique de type y a-t-il un effet de ceci sur cela, à condition que la variable réponse, la variable y, soit quantitative continue. Donc, typiquement, dans les problématiques agronomiques ou agroalimentaires, un rendement, un poids, etc., etc. Et puis x, par contre, peut être quantitative ou catégorielle. Alors, je rappelle juste un peu de terminologie. Si x est une variable quantitative, donc numérique, on parle de modèle de régression, et si x est une variable catégorielle, on parle de modèle d'analyse de la variance. Donc le modèle linéaire est divisé en deux selon la nature de x, les modèles de régression et les modèles
d'analyse de la variance. Cela dit, cette distinction est assez formelle puisque en réalité on peut mélanger un peu toutes ces variables et c'est ce qu'on fera sans trop se poser de questions sur le nom du modèle dans la suite du module. Donc le problème ici, c'est que si je reviens à la problématique du lien entre le groupe sanguin et puis le risque d'être contaminé par le Covid ou de présenter des symptômes du Covid, c'est que Y, c'est une variable qui n'est pas quantitative continue, puisque pour un patient donné, la variable réponse, c'est est-ce que ce patient est oui ou non contaminé. Donc c'est une variable qui est binaire, c'est un statut sain ou malade d'un patient. Et la variable explicative, en l'occurrence ici, c'est le groupe sanguin. Donc c'est une variable qualitative, c'est une variable explicative catégorielle. Donc on serait plutôt, si on veut réutiliser la terminologie, dans un modèle d'analyse de la variance, sauf que Y n'est pas une variable quantitative continue, Y c'est une variable elle-même catégorielle, avec deux modalités. Oui, le patient présente les symptômes du Covid, non, il ne présente pas les symptômes du Covid. Donc on va voir comment est-ce qu'on fait pour définir un cadre, pour analyser ce type de données, et on verra que ce cadre va finir par ressembler à celui que vous connaissez déjà. Donc vous allez retrouver vos réflexes du module de démarche statistique. Alors, le cadre est posé, enfin le cadre général, on va y revenir, on va évidemment compléter le cadre pour ce modèle de risque, mais je vais directement aborder la question de, de l'effet du groupe sanguin sur le risque d'être contaminé par Covid. Il s'agit d'une problématique de comparaison intergroupe, puisque j'ai deux groupes, enfin j'ai pas deux groupes, en l'occurrence dans l'étude j'ai quatre groupes qui correspondent à quatre groupes sanguins et je veux savoir si le risque d'être contaminé est différent selon le groupe sanguin. Donc c'est bien une comparaison intergroupe d'un risque, en l'occurrence d'être contaminé. Alors je vais commencer par poser un peu le cadre de tout ça. Donc c'est un cadre mathématique, hein, comme vous le savez, quand on analyse des données, on s'appuie sur un cadre mathématique. Donc le cadre est le suivant. Je vais supposer que ma variable A expliquée, donc que j'appelle Y, c'est une variable réponse qui est une variable catégorielle à K groupes, grand K groupes. Et ces groupes, je les appelle Y1, Y2 jusqu'à Y grand K. Et puis en l'occurrence, ici, pour me restreindre à la question de l'étude de l'effet du groupe sanguin sur le fait de présenter des symptômes au coronavirus, X, c'est une variable explicative qui elle-même est catégorielle à I groupe, X1 jusqu'à X grand I. Donc là, je vais faire appel un peu à vos connaissances de probabilité. Vous avez sans doute vu, ou en tout cas vous comprendrez l'intuition de cette formule, sur l'indépendance entre deux variables catégorielles. Qu'est-ce que ça veut dire que Y serait indépendant de X? Qu'est-ce que ça veut dire que le fait d'être contaminé serait indépendant du groupe sanguin? Ben, ça voudrait dire que la probabilité pour que Y soit égale à YK, donc la probabilité par exemple d'être contaminé, sachant que X égale à XI, donc sachant par exemple que le groupe sanguin du patient c'est O, ou bien le groupe sanguin du patient c'est A, etc., ne dépend pas de cette connaissance du groupe sanguin. Donc est la même, probabilité de Y égale à YK, quel que soit le groupe sanguin. C'est ça l'indépendance entre X et Y. La probabilité conditionnelle de Y sachant X est la même pour tout le monde, et donc c'est la probabilité pour que Y soit égal à YK tout court. Ok, bon, j'ai utilisé un outil que je vais réutiliser plus tard dans le module, qui est simplement la définition d'une probabilité conditionnelle. On appelle ça le théorème de Bayes. La définition d'une probabilité conditionnelle, c'est la probabilité de l'intersection divisée par la probabilité de l'événement par rapport auquel on conditionne. Donc probabilité de Y est égale à YK, sachant X est égal à XI, c'est la probabilité conjointe, Y est égal à YK et X est égal à XI, divisée par la probabilité pour que X soit égal à XI. C'est une autre manière d'écrire les choses. Et donc si je vais un tout petit peu plus loin, troisième ligne de ce calcul, ça veut dire que s'il y a indépendance entre x et y, la probabilité pour que y soit égal à yk et x soit égal à xi, c'est le produit des probabilités que je vais appeler les probabilités marginales, c'est-à-dire la probabilité de y d'un côté et de x de l'autre. Probabilité à gauche de y égale yk et x égale à xi, c'est probabilité conjointe. À droite, c'est le produit des probabilités marginales. Donc on va s'intéresser à cette égalité. Cette égalité, si elle est réalisée, ça veut dire que x et y sont indépendantes. Donc on va tester en réalité si ces égalités sont vraies
à partir de ce qu'on observe. Et ce qu'on observe, on va le voir sous la forme de ce qu'on appelle une table de contingence. Alors, cette table de contingence, elle prend la forme suivante. Donc c'est un tableau. Ici, j'ai mis de manière un peu arbitraire en ligne les modalités de x et en colonne les modalités de y. x1, x2, xi, y1 jusqu'à yk. Et puis à l'intersection d'une ligne i et d'une colonne k, j'ai nik, qui est le nombre de fois où la modalité xi est apparue de manière conjointe avec la modalité yk. Donc nik, c'est le nombre de fois où on a observé la modalité xi pour grand X et la modalité yk pour grand Y. Si je reprends l'exemple du Covid, on aurait ici 4 lignes correspondant aux 4 groupes sanguins, 2 colonnes correspondant au fait d'être infecté ou non infecté, et dans le tableau ici, c'est ce qu'on va voir tout à l'heure, on aurait les nombres de patients infectés dans le groupe sanguin O, infectés dans le groupe sanguin A, puis dans la colonne d'à côté, non infectés dans le groupe sanguin O, etc. etc. Un petit peu de terminologie là aussi très classique. Ce que je fais apparaître comme dernière colonne ou comme dernière ligne, c'est ce qu'on appelle les marges du tableau. Donc ici, on a les marges lignes en dernière colonne, et en dessous le tableau, on a les marges colonnes. Ce qu'on appelle les marges, ce sont les sommes des individus par ligne et par colonne. Donc N1 point, c'est la somme des effectifs que l'on trouve sur la première ligne. N.1, c'est la somme des effectifs qu'on trouve sur la première colonne. Et donc N, que j'indique ici, c'est la somme des effectifs des marges lignes. C'est aussi la somme des marges colonnes et c'est aussi la somme de tous les éléments de cette table de contingence. Ok, donc à chaque fois qu'il y aura une petite indication en bas ici qui dira que, alors là c'est masqué évidemment par ce, voilà, donc à chaque fois qu'il y aura une petite indication qui montrera RStudio en bas, ça veut dire qu'on va basculer dans RStudio. C'est ce que je fais ici pour illustrer un peu cette table de contingence. Alors nous voici dans RStudio. Première chose que je fais dans ce script, c'est que je définis mon répertoire de travail. Donc voilà mon répertoire de travail à moi. Évidemment, vous devrez le changer. C'est-à-dire que ce répertoire-là, il a une adresse, un chemin qui correspond à mon organisation de travail. À vous de le modifier de telle manière à ce que ce répertoire soit désormais le répertoire dans lequel vous importez éventuellement des données, mais dans ce script-là, ce ne sera pas nécessaire puisqu'on va rentrer les données à la main. Et puis, c'est aussi le répertoire dans lequel vous allez exporter éventuellement des graphiques, des résultats. Donc, prenez l'habitude de commencer par définir le répertoire de travail. C'est ce que je fais ici. Voilà. Et puis ensuite, je vais rentrer la matrice de le tableau de contingence, pardon. Alors je l'ai trouvé dans le papier, hein, ce tableau est donné dans l'article. Je mettrai l'article sur Moodle de telle manière à ce que vous puissiez le consulter, mais on peut facilement le retrouver. Donc comment est-ce qu'on saisit des données comme ça en tout cas, quand il y en a peu, c'est assez pratique. C'est pas idéal, évidemment, quand il y en a beaucoup, il faut passer plutôt par Excel. Mais ici, on peut remplir le tableau de données de cette manière-là. On met tous les résultats, qu'on trouve tous les nombres qu'on trouve dans le tableau, les uns à la suite des autres, dans un vecteur, grâce à la fonction petit c. Si je regarde juste cette commande-là, je vais juste tourner cette commande-là. Ça, c'est juste un vecteur avec les valeurs 1188, 920, 336, 1250 que j'ai trouvé dans l'article. Je lui dis que je vais organiser ce tableau sous forme d'une matrice qui a deux lignes. Et je veux qu'il entre les valeurs ligne par ligne. Donc ça veut dire que la première ligne c'est 1188, 920, 336, 1250 et la deuxième ligne c'est 670, 469, 78, 458. Et je donne des noms, aux lignes et aux colonnes. Donc voilà, c'est ça, aux lignes et aux colonnes. Donc l'argument c'est dimnames pour les dimensions les noms des deux dimensions, donc ligne et colonne. C'est une liste qui contient comme premier élément le vecteur des noms des lignes et comme deuxième élément le vecteur des noms des colonnes. Donc ici on va retrouver les groupes sanguins A, B et O.
Voilà, donc je lance cette commande, j'affiche. Voilà la table de contingence. Donc on retrouve ici le même type que celui que j'ai présenté, le même type de table que j'ai présenté dans la présentation en PDF, donc avec un croisement entre en ligne les modalités de Y et en colonne les modalités de X. Donc ici c'est transposé par rapport à la présentation que j'en ai faite à partir du PDF, mais peu importe, ça n'a pas de sens ici, il y a un arbitraire sur le choix de ligne-colonne. Pour avoir la valeur de petit n, c'est-à-dire le nombre d'individus concernés par cette étude, eh ben, on peut lui demander de faire la somme de tous les éléments de ce tableau. Et donc on obtient 5469. Alors de mémoire, les 5469, ça correspond à 1775 qui était annoncé dans l'article, patients atteints du Covid, et puis 3694, je crois, ce qu'ils appelaient les normal people, les gens qui ne sont pas atteints par le Covid. Calcul des marges, on fait les sommes par ligne, donc pour ça on utilise la fonction rowSums, somme par ligne. Donc on va retrouver ces 3694 contrôles, donc des gens qui ne sont pas atteints par le coronavirus, et 1775 cas. Et puis si on fait les sommes par colonne, avec la fonction colSums, on va retrouver les marges colonnes, donc c'est les nombres de patients pour chaque groupe sanguin. Ce qui nous permet d'avoir, si on divise par n, les pourcentages dans l'étude des différents groupes sanguins. Je m'arrête un tout petit peu là-dessus parce que c'est pas complètement innocent. Il faut absolument, pour que cette étude soit valide, et d'ailleurs les auteurs prennent la peine de le mentionner, que cette répartition en groupes sanguins soit représentative de la population à Wuhan. Donc si vous regardez un peu, moi j'ai fait un peu ce travail-là, si vous regardez un petit peu sur Wikipédia, vous verrez que cette répartition en groupes sanguins n'est pas celle que l'on trouve de manière générale en Chine, où on a beaucoup plus de O, on est presque à la moitié de groupes sanguins O, mais la population de Wuhan est un peu particulière du point de vue répartition ethnique, ce qui fait que on a un peu moins de O qu'en Chine dans son ensemble et un peu plus de A. Mais donc il précise bien que cette répartition, elle correspond à celle qu'on trouve dans la population de la province de Wuhan. Voilà, donc je vais revenir un peu sur, maintenant que j'ai présenté la table de contingence, donc c'est à partir de ça qu'on va travailler, je vais revenir un peu sur la présentation au format PDF. Voilà, et donc je vais revenir sur cette idée que ce qu'on doit tester, c'est l'indépendance. Donc sous H0, sous l'hypothèse nulle, le fait d'être infecté ne dépend pas du groupe sanguin, ce qui peut se traduire d'un point de vue mathématique par le fait que toutes ces égalités-là soient vérifiées, c'est-à-dire que la probabilité pour que y soit égal à yk et x soit égal à xi soit H0, ça doit être le produit des probabilités marginales, donc que y soit égal à yk et que x soit égal à xi. Alors comment est-ce qu'on répond à cette question à partir de la table de contingence? Ben pour ça, je vais introduire quelque chose que j'ai appelé n étoile ik, et qui est le nombre attendu d'individus sous H0 pour lesquels x est égal à xi et y est égal à yk. Donc ce nombre-là, c'est le nombre que je devrais avoir donc si sous H0, c'est-à-dire si x et y étaient indépendantes de gens qui seraient dans un groupe sanguin donné et puis contaminés, ou dans un groupe sanguin donné et pas contaminé. Ce nombre-là, c'est juste le produit entre le nombre d'individus de l'étude, n, et puis la probabilité pour que y soit égal à yk et x soit égal à xi. Ok. Or, cette probabilité soit H0, c'est le produit des probabilités. Et le fait que ce soit le produit, ça donne un accès à une estimation possible de ce nik étoile, donc nik étoile chapeau. J'ai juste remplacé la probabilité pour que y soit égal à yk par la proportion d'individus de l'échantillon qui appartiennent au groupe YK, donc qui présentent la modalité YK. Et puis la probabilité pour que x soit égal à xi, c'est la proportion d'individus de l'échantillon qui sont dans la modalité xi. Donc, comment est-ce qu'on calcule ces proportions? C'est facile.
on compte le nombre de gens qui ont la modalité YK et on divise par n, et puis on compte le nombre de gens qui ont la modalité XI et on divise par n. Donc ce nombre attendu d'individus, j'ai oublié un S ici, d'individus avec un S, sous l'hypothèse H0, c'est le produit qui est ici, que je simplifie là, parce que vous voyez qu'il y a n carré qui apparaît au dénominateur, et il y a n au numérateur, donc c'est donc le produit des marges lignes et des marges colonnes divisé par n. On va refaire un petit tour dans R Studio pour calculer cette chose-là. Donc je reviens un petit peu sur les marges lignes et les marges colonnes, je les remontre. Alors ça, ce sont les marges lignes. Ça, ce sont les marges colonnes. Donc il faut qu'on construise un tableau dans lequel, par exemple, donc le tableau a le même format que la table de contingence, 2 lignes et 4 colonnes. Et la première valeur qu'on trouve donc à la première ligne et à la première colonne, c'est le produit entre 3694 et 1858 divisé par n. Donc, puis ensuite, première ligne, deuxième colonne, c'est 3194 fois 1389 divisé par n, etc. etc. Il faut qu'on fasse tous les produits des marges lignes et des marges colonnes et qu'on divise par n. Alors, il y a une petite fonction qui s'appelle outer, on appelle ça en mathématiques le produit extérieur, qui fait le produit de deux vecteurs comme ça en faisant tous les produits terme à terme et en les mettant dans une matrice, et qui divise par n. Et donc tab star, c'est le tableau de contingence étoile, donc attendu sous l'hypothèse d'indépendance. Voilà, tab star, donc ça veut dire, je répète la signification de ce tableau. Si le fait d'être infecté au coronavirus ne dépendait pas du groupe sanguin, alors on devrait observer 1254, on va dire 1255 pour arrondir, individus non infectés au coronavirus, donc contrôle, et du groupe sanguin A. De la même manière, je continue juste un petit peu, on devrait observer 938 individus du groupe sanguin B non infectés par le coronavirus, etc., etc. Donc ce tableau-là, il est sous l'hypothèse d'indépendance. Or, le tableau que j'ai observé, je vais le rappeler ici, c'est celui-là. Donc on observe des écarts entre ce qu'on devrait observer sous l'hypothèse d'indépendance entre le groupe sanguin et le fait d'être infecté, et puis ce qu'on observe effectivement. Au lieu d'observer 1255 ici, on observe 1188, donc un peu moins. Je vais sur le groupe sanguin O, au lieu d'observer 1153, on observe 1250. La question c'est, est-ce que cet écart entre les deux tableaux est suffisant pour dire eh bien, on n'est pas sous l'hypothèse d'indépendance. Ce qu'on a observé n'est pas conforme à ce qu'on devrait observer sous l'hypothèse d'indépendance. Ou bien, au contraire, ces tableaux se ressemblent, et donc on doit considérer qu'on est sous l'hypothèse d'indépendance. Donc pour ça, on va construire une statistique de test. Et je vais revenir. D'abord, je vais me remettre. Voilà. Ah oui, alors, juste avant de revenir sur le PDF, on va utiliser une fonction qui permet de calculer automatiquement ces effectifs attendus. Cette fonction, c'est la fonction kisk.test. Vous l'avez compris, un raccourci pour test de qui2. Elle prend comme seul argument la table de contingence et elle donne plusieurs résultats que l'on va commenter les uns après les autres. Mais parmi les résultats, il y a un résultat qui s'appelle expected qui donne les effectifs attendus. Donc on n'est pas obligé de faire le calcul à la main comme ça, on peut le faire de cette manière-là. On a exactement les mêmes choses que j'ai présentées précédemment, évidemment. Alors on va revenir sur la présentation PDF. Donc la statistique dont je parle, qui mesure l'écart entre les effectifs observés dans la table de contingence NIJ et les effectifs attendus sous l'hypothèse d'indépendance, c'est ce qu'on appelle la distance du Qui2 de Pearson. Donc on parle de test du Qui2 de Pearson. Cette distance, on la note d carré. C'est une somme de carrés d'écart entre les effectifs attendus sous l'hypothèse d'indépendance, NIJ étoile, et les effectifs observés NIJ. Pour toutes les cellules du tableau, alors pardon, c'est pas NIJ, c'est NIK partout. Le J c'est un K ici.
Donc c'est nik moins nik étoile divisé par racine carrée de nik étoile, et non pas j. Donc sur toutes les cellules du tableau, donc pour tout i et pour tout k. Et petite variante par rapport à la somme des carrés, on ne fait pas tout à fait la somme des carrés, on fait la somme des carrés pondérée par la racine carrée du nombre d'individus attendus. Alors pourquoi on fait ça? Parce que, enfin, dans l'idée, ça veut dire qu'on donne plus de poids à un écart. Supposez qu'on a un écart de 1 ici, un individu. Cet écart de un individu, il prendra plus de poids dans la somme pour des petits nombres d'individus attendus par rapport à des grands nombres d'individus attendus. Voilà. Dans l'idée, dans l'intuition, un écart de un individu ici, c'est plus grave si l'effectif attendu c'est 5 que si l'effectif attendu c'est 500. 1 par rapport à 500, c'est pas grave. 1 par rapport à 5, ça commence à être embêtant. Donc c'est pour ça qu'on divise par la racine carrée du nombre attendu ici. Alors, on sait calculer cette statistique du Ki2, donc je vais de manière un peu anticipée aller dans RStudio. Donc cette fois, je vais réutiliser la fonction kisk.test là, mais je vais lui demander non pas les valeurs attendues, mais la statistique de test. Elle vaut dans le cas présent 37,99, donc presque 38. La question c'est, est-ce que 38 c'est suffisant pour dire que on n'est pas sous l'hypothèse d'indépendance, et donc on rejette l'hypothèse, ou bien est-ce que c'est pas suffisant? Est-ce que c'est petit ça en fait? Et donc on ne rejette pas l'hypothèse H0. Donc vous savez que pour répondre à cette question, il faut absolument qu'on connaisse la loi de la statistique de test sous H0. Et cette loi, donc vous l'avez sans doute compris en voyant le titre de la diapositive, c'est une loi de Ki2. Alors, je prends mes précautions pour dire ça, c'est une loi de Ki2 approximativement, c'est-à-dire que ce n'est pas une loi exacte, c'est une loi de Ki2 approximativement si on a suffisamment d'individus dans l'échantillon. Et une précaution que l'on prend habituellement, qui est la précaution d'ailleurs prise par R, c'est-à-dire qu'on vous envoie un message d'avertissement si cette précaution n'est pas vérifiée, il faut s'assurer que le nombre d'individus théoriques nik étoile, il est supérieur à 5, quel que soit i, quel que soit k. Donc pour toutes les cellules du tableau de contingence, il faut que le nombre attendu d'individus soit supérieur à 5. Alors si cette condition est vérifiée, la distance du Ki2, soit H0, sous l'hypothèse d'indépendance, suit une loi de Ki2 à I-1, K-1 degré de liberté. Le produit I-1 fois K-1, donc dans le cas présent, ça ferait 1, I-1, multiplié par K-1, c'est-à-dire multiplié par 3. Il y a 4 groupes sanguins, donc multiplié par 3. D'où ça vient ce I-1, K-1? On va retrouver des raisonnements qui ressemblent à ceux qu'on a déjà vus pour le modèle linéaire. En fait, c'est une différence entre des nombres de paramètres correspondant à deux modèles. Lorsque vous travaillez avec la table de contingence, le NIJ, la table de contingence observée, dans ce tableau-là, il y a en réalité grand I fois grand K donné. Mais il y a grand I fois grand K moins 1 données linéairement indépendantes, puisque la somme des données vaut n. C'est-à-dire qu'en réalité, si je connais grand I fois grand K moins une donnée là-dedans, la dernière, je l'obtiens automatiquement en faisant n moins la somme des précédentes. Donc il y a grand I fois grand K moins 1 données indépendantes dans un tableau de contingence. C'est le nombre de données, ça. Grand I fois grand K moins 1. C'est ce que j'indique ici. Et pour construire la table sous l'hypothèse d'indépendance, de combien de données ai-je besoin? J'ai besoin des marges lignes, I-1. Il y a évidemment grand I marge ligne, mais de la même manière, la somme vaut le nombre d'individus de l'échantillon, donc ça fait I-1 marge ligne indépendante, et K-1 marge colonne indépendante. Donc ça me donne, comme degré de liberté, le nombre de données indépendantes dans le tableau observé, moins le nombre de données indépendantes nécessaires pour construire le tableau sous H0, et donc on obtient, si vous regardez bien, I-1 fois K-1. Je reviens dans RStudio pour calculer la p-value. Alors, cette fois-ci, je ne vais pas lui demander de restreindre l'affichage du résultat avec un $. Je vais lui demander d'afficher tout le résultat.
Un mot, vous avez vu apparaître cet argument, correct égale false. Juste un mot pour dire que par défaut, la fonction kiss.test est implémentée de telle manière à faire ce qu'on appelle une correction de continuité, dont je ne parle pas ici, parce que ça correspond à des variations du qui2 qui sont assez peu utilisées finalement. Donc j'obtiens la vraie valeur, celle que tout le monde connaît, de la distance du qui2 en mettant correct égale false. Voilà. Donc ça m'affiche la p-value du test de qui2 de Pearson. Ça me rappelle la valeur de la statistique de qui2, 37,998. Les degrés de liberté, donc comme j'ai dit, i-1, c'est-à-dire 1 multiplié par k-1, c'est-à-dire 3, ça fait 3 degrés de liberté. Et la p-value de 83, 10-8. Donc on confirme le résultat obtenu par l'étude chinoise, c'est-à-dire qu'il y a bien un lien significatif entre le groupe sanguin et le fait d'être infecté par le coronavirus. C'est significatif. On va aller un tout petit peu plus loin et décrire ce lien. Pour ça, donc vous avez vu apparaître dans l'article la notion d'odds ou d'odds ratio. Alors en fait, c'est un terme anglais, odds et odds ratio, mais on garde ces termes dans les manuels de statistiques en français. Il y aurait une traduction de odds qui serait la cote au sens la cote d'un cheval dans les paris hippiques. C'est exactement la même définition, mais bon, on n'utilise pas ce terme en statistique, on va parler d'odds tout simplement. Donc cette notion d'odds, elle a du sens dans le cas où Y a deux modalités, ce qui est le cas ici pour l'étude sur l'effet du groupe sanguin sur le fait d'être affecté par le Covid. Y, donc par convention, on verra plus tard dans des études en épidémiologie que on va retrouver cette terminologie positif et négatif. Y a deux modalités, donc Y égale plus 1 et moins 1. Donc traditionnellement, plus 1 c'est quand on est atteint par la maladie et moins 1 c'est quand on n'est pas atteint par la maladie. Vous savez, positif ça veut dire qu'on est atteint et négatif ça veut dire qu'on n'est pas atteint. Donc l'odds associé à un groupe sanguin, c'est le rapport entre la probabilité d'être atteint si vous vous appartenez à un groupe sanguin donné et la probabilité de ne pas être atteint, d'être négatif, toujours pareil si vous appartenez à ce groupe sanguin. Donc c'est une manière de mesurer le risque d'être atteint qui est un peu différente de celle dont on a l'intuition qui est juste de calculer la probabilité d'être atteint en divisant par la probabilité de ne pas être atteint. Je donne un exemple, si cette odds vaut 10, ça veut dire que dans votre groupe sanguin, vous avez 10 fois plus de chances d'être atteint que de ne pas être atteint. C'est bien un rapport. On va revenir un tout petit peu dans RStudio. Oui, alors je me rends compte que j'ai oublié une commande tout à l'heure. Juste un commentaire. Voilà. Je vais afficher les résidus. Ah oui. Alors une fois oui, on va revenir un tout petit peu en arrière. Une fois qu'on a déclaré qu'un test était significatif, ce qui est intéressant, c'est d'aller regarder les résidus. Alors les résidus, c'est quoi? Si vous vous rappelez ce que j'ai présenté dans le PDF, la distance de qui2, c'est la somme des carrés des écarts entre les effectifs observés et attendus, divisé par la racine carrée des effectifs attendus. C'est donc une somme de carrés d'écart de termes, que j'appelle des epsilon, qui sont des écarts entre effectifs observés et attendus pondérés par cette racine carrée d'effectifs attendus. C'est ça qu'on appelle les résidus. C'est ce qu'il y a dans le carré. C'est la différence entre les effectifs divisés par la racine carrée. Donc ça veut dire que la somme de ce tableau des résidus au carré donne précisément la distance de qui2 qui est ici. Et donc chacun de ces termes peut être vu comme une contribution à la dépendance entre les deux variables. Et donc ce qui est intéressant, c'est de regarder quelles sont les valeurs les plus fortes, celles qui contribuent le plus à la dépendance. Et donc ce qui confirme la publication faite par les chercheurs chinois, c'est que ce qui est le plus frappant, c'est surtout le groupe O, où on a une sous-représentation, ici le résidu négatif, de patients atteints par le Covid, et donc une surreprésentation de patients contrôle, et le groupe A,
où on a au contraire une surreprésentation de gens atteints par le Covid et une sous-représentation de contrôle. Les autres résidus ici sont plus faibles, mais les résidus les plus forts sont pour le groupe A et le groupe O. Ok. Une autre manière de voir les choses, j'ai commencé à introduire donc les odds, je vais y venir tout de suite. Je commence par calculer les probabilités d'infection par groupe. Donc ce qu'on voit ici, c'est qu'effectivement, quand on est dans le groupe A, j'ai divisé le nombre de cas dans le groupe A par le nombre d'individus du groupe A, le nombre de cas dans le groupe B par le nombre d'individus du groupe B. Donc ça, ce sont les probabilités d'être infecté, sachant qu'on est dans le groupe A, sachant qu'on est dans le groupe B, etc. etc. Donc quand on confirme un peu ce résultat que je viens de donner sur le fait qu'on a plus de chances d'être atteint quand on est du groupe sanguin A, en calculant ces probabilités, donc 36% de chance si on est du groupe A, 27% de chance si on est du groupe O. Alors attention, hein, ces chiffres-là ne veulent rien dire dans l'absolu, c'est-à-dire que on ne connaît pas ce qu'on appelle l'incidence de la maladie, c'est-à-dire le nombre de gens contaminés. Donc on part d'une étude dans laquelle on a on a 1775 patients contaminés et 3694 contrôles. Il suffirait, tout en respectant les groupes sanguins, qu'on ait 100 fois plus de contrôles et mathématiquement, on diviserait par 100 ces pourcentages-là. Donc ce qui est important, c'est de comparer les pourcentages les uns par rapport aux autres, mais pas de considérer que si vous êtes du groupe sanguin O, vous avez 26% ou 27% de chance d'être atteint par le Covid. Ça n'a pas de sens. C'est la comparaison qui a du sens. Et donc, ce qui va rendre possible la comparaison entre ces choses-là, ce sont des valeurs relatives qu'on appelle des odds, qui sont nombre de cas sur nombre de contrôles. Et ça, c'est indépendant de la taille de l'échantillon. Alors, je calcule les odds en divisant donc les probabilités d'être atteint par les probabilités de ne pas être atteint. Donc, voilà la manière de voir les choses. Alors, vous voyez que ce n'est pas tout à fait la même histoire. On a même type de répartition, c'est-à-dire qu'on voit que le risque est plus fort dans le groupe A que dans le groupe O, mais les valeurs sont assez différentes. Dans le groupe A, on est à 56% d'odds, alors que dans le groupe O, on est à 37% d'odds. Alors je rappelle ce que c'est que l'odds, hein, on va prendre le 37% dans le groupe O par exemple, ça veut dire que le risque d'être atteint, il est égal à 37% le risque de ne pas être atteint. 0,37 fois le risque de ne pas être atteint. La probabilité de ne pas être atteinte. Voilà, donc quels sont les résultats donnés on va revenir un peu aux résultats donnés par France Inter. Quels sont les résultats donnés dans la publication? Ben pour ça, je vais introduire un nouveau terme. C'est l'odds ratio, hein, que vous avez vu dans le résumé de l'article que j'ai présenté en début de diaporama. L'odds ratio, c'est un rapport d'odds. C'est-à-dire que pour comparer des groupes sanguins, je vais faire le rapport entre les odds de chaque groupe sanguin. Donc l'odds ratio de I par rapport à J, c'est l'odds de I sur l'odds de J. Encore une fois, pour illustrer, si cet odds ratio vaut 10, ça veut dire que dans le groupe sanguin I, vous avez 10 fois plus de chances d'être atteint par le coronavirus que dans le groupe sanguin J. C'est une comparaison des groupes. Je reviens dans RStudio. Ce qui est présenté dans la publication, c'est pas tout à fait une comparaison de groupes sanguins, c'est une comparaison de... c'est une comparaison de O avec tout ce qui n'est pas O. Donc je vais calculer d'abord l'odds associé au groupe sanguin A, B et AB réunis. J'ai pris toutes les cellules du tableau correspondant à A, B et AB et j'ai fait la somme des cas et puis j'ai divisé par la somme des contrôles pour obtenir l'odds. Et donc l'odds ratio donné dans la publication, c'est l'odds correspondant au groupe sanguin O divisé par l'odds correspondant à tout ce qui n'est pas groupe sanguin O. Et c'est là qu'on voit apparaître ce 67% qui correspond au complémentaire du 33% annoncé dans l'article de France Inter. Donc, si je reprends,
Quand on voit, je vais revenir sur le diaporama, quand on voit ici, dans l'article de France Inter, que le risque d'infection est de 33% moindre quand on vient du groupe O, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, ça veut dire que l'odds ratio est égal à 0,67. Et donc, si on se ramène à la définition de l'odds ratio, je vais revenir sur la définition de l'odds ratio, ça veut dire que l'odds, si vous êtes dans le groupe O, vaut 2 tiers, 67% de l'odds si vous n'êtes pas dans le groupe O. Mais l'odds, c'est lui-même un rapport entre des probabilités. Donc attention, attention, quand vous voyez ce genre de résultats dans la presse scientifique, ça ne veut surtout pas dire que vous avez 33% de chance de moins d'être atteint au sens de la probabilité d'être atteinte, mais c'est au sens de l'odds, ce qui est beaucoup plus compliqué à interpréter. Et en réalité, ce 33%, il faudrait vraiment le relativiser. Hein. Ce qui permet de relativiser, c'est quand même de regarder les chiffres eux-mêmes, que j'ai présenté tout à l'heure en termes de probabilité d'infection. Voilà. On n'a pas l'impression, quand on regarde ça, qu'il y a 33% d'écart entre le groupe O et puis les autres. Si je reviens au tableau même lui-même, comparé au tableau sous la forme d'indépendance, sous l'hypothèse d'indépendance, alors j'essaie de retrouver les commandes, c'était ici. Voilà. Sous l'hypothèse d'indépendance, on devrait avoir 554 personnes atteintes, on n'en a que 458 qui sont atteintes. Donc on n'est pas dans des proportions de 1 tiers de la population qui serait... enfin, 1 tiers de risque en moins si vous êtes du groupe sanguin O. Hein, c'est 1 tiers rapporté à des odds, donc c'est ça qui est important de prendre en compte. Voilà. Alors, donc on va s'arrêter là pour ce test du guide de Pearson. Le point important qu'il faut retenir, c'est que c'est un test qui est un test classique d'indépendance entre deux variables, qui est souvent le test qui est fait, là, comme c'est le cas dans l'étude chinoise, pour présenter des relations entre deux variables catégorielles. Mais alors c'est intéressant parce que cette étude s'y prête particulièrement. La grande critique que l'on peut faire à cette étude, c'est que la limite du test du kilo de Pearson, c'est que ça se contente de regarder la relation entre deux variables. En l'occurrence ici, le fait d'être atteint par le Covid et puis le groupe sanguin. Mais il est souvent nécessaire de prendre en compte des facteurs de confusion. Donc une des critiques que l'on peut faire à cette étude, c'est qu'elle se repose sur l'hypothèse implicite que dans l'échantillon, les patients qui sont atteints ont la même exposition à tous les autres facteurs de risque, quel que soit leur groupe sanguin. C'est-à-dire que les patients qui ne sont pas atteints. Donc ça veut dire que, supposons par exemple que dans le groupe sanguin O, dans cette étude, il y ait par hasard beaucoup de personnes âgées, beaucoup plus que dans le groupe sanguin A. On sait que le fait d'être âgé, c'est un grand facteur de risque pour développer des symptômes du Covid-19. Et bien ça, c'est pas pris en compte, et donc ça veut dire qu'il y a une confusion d'effets qui s'instaure entre le groupe sanguin et l'âge, et le facteur âge. Donc ce qu'on va voir dans la suite du module, c'est comment on fait pour prendre en compte dans une étude de la relation entre deux variables catégorielles un facteur supplémentaire qui serait un facteur de confusion. Par exemple, ici j'ai cité l'âge, j'aurais pu citer l'exposition à n'importe quel autre facteur de risque. Donc on va voir comment est-ce qu'on rajoute des facteurs de risque à un modèle de risque.